Et aujourd'hui, on va étudier tout ça. C'est une dinguerie! Alors avant de commencer, on va mettre les choses au clair. Les morphotypes, ectomorphes, mésomorphes ou endomorphes, c'est un concept qui date des années 1940, inventé par un psychologue américain qui s'appelait William Sheldon. À l'époque, il pensait que la forme du corps déterminait aussi la personnalité. Cette partie-là, la science l'a complètement balayée depuis, on ne va pas aller jusque-là. Mais la classification des types corporels, elle, reste un outil utile pour comprendre comment ton corps répond à l'alimentation, à l'entraînement, et pourquoi deux personnes qui font exactement la même chose n'obtiennent pas du tout les mêmes résultats. Et surtout, le plus important, c'est que personne n'est purement un seul morphotype. Tout le monde est quelque part sur un spectre entre les trois. Mais comprendre où tu te situes, ça change vraiment la façon dont tu approches ton corps. Le contexte scientifique, d'où ça vient? William Sheldon a développé sa théorie en photographiant et mesurant des milliers de corps humains. Il a identifié 3 types extrêmes, les somatotypes, et défini que tout individu pouvait être positionné sur une échelle entre ces 3 pôles. Sa méthode originale était bancale sur plein d'aspects, et ses conclusions sur la personnalité ont été démolies par des décennies de recherche. Mais les 3 catégories morphologiques elles-mêmes ont survécu parce qu'elles correspondent à des réalités biologiques observables, des différences dans la composition corporelle, le métabolisme, la réponse hormonale à l'effort et la génétique musculaire. Du coup, la science moderne a rattrapé et enrichi ce cadre initial. 1. L'ectomorphe. On commence par celui que tout le monde connaît. L'ectomorphe, c'est le grand mince. Silhouette allongée, épaules étroites, hanches fines, peu de masse musculaire visible et surtout, ce qui rend jaloux tout le monde autour, une difficulté apparente à prendre du poids, que ce soit en muscles ou en graisse. Physiquement, l'ectomorphe a généralement des os fins et légers, des articulations étroites et des membres longs par rapport au tronc. C'est souvent le profil du coureur de fond naturel, du nageur de longue distance, du cycliste. Des corps faits pour l'endurance, pas pour la puissance explosive. Côté métabolisme, et c'est là que ça devient intéressant, l'ectomorphe a tendance à avoir un métabolisme de base élevé. Ça veut dire que son corps brûle de l'énergie plus rapidement au repos que la moyenne. Mécanisme en jeu, une activité du système nerveux sympathique plus élevée, une thermogénèse plus importante, c'est-à-dire que son corps dissipe plus d'énergie sous forme de chaleur, et souvent une sensibilité plus forte à la caféine et aux stimulants. Résultat concret, manger 3000 calories par jour pour un ectomorphe, c'est parfois juste maintenir son poids. Manger sans prendre un gramme peut sembler être une chance, mais ça devient un vrai casse-tête quand on cherche à prendre du muscle. Parce que la construction musculaire demande un surplus calorique. Et maintenir ce surplus quand ton corps brûle tout en permanence, c'est épuisant. L'autre caractéristique de l'ectomorphe, c'est la récupération musculaire. Les fibres musculaires de type 1, les fibres d'endurance, lentes, résistantes à la fatigue, sont proportionnellement plus présentes. Ça favorise l'endurance, mais complique la prise de masse, parce que ce sont les fibres de type 2, rapides, puissantes, qui hypertrophient le plus facilement. Ce que ça change concrètement pour l'ectomorphe, il a besoin de volumes caloriques importants, de sessions de musculation relativement courtes et intenses pour ne pas brûler trop de calories pendant l'effort, et d'une récupération soignée. Le cardio intensif, c'est souvent contre-productif pour ces objectifs si la prise de masse en est un. Les exemples dans le monde du sport et du spectacle sont nombreux. Pense aux joueurs de basket de haut niveau, aux mannequins masculins et féminins d'agences de mode, aux marathoniens d'élite. Des physiques longs, fins, avec peu de masse musculaire visible, malgré des niveaux d'entraînement extrêmes. Un truc que peu de gens connaissent sur l'ectomorphe, c'est que sa faible masse grasse ne signifie pas forcément une bonne santé métabolique.
Il existe un phénomène appelé TOFI, en anglais Thin Outside, Fat Inside. Des personnes minces en apparence, mais avec une accumulation de graisse viscérale autour des organes. L'ectomorphe qui mange mal peut tout à fait être dans cette situation sans que ça soit visible de l'extérieur. 2. Le mésomorphe. Le mésomorphe, c'est celui que tout le monde déteste un peu, et souvent avec raison. Corps naturellement athlétique, épaules larges, taille marquée, musculature visible sans effort particulier. Il prend du muscle facilement, perd de la graisse relativement facilement, et son corps répond bien et vite à l'entraînement. Structurellement, le mésomorphe a des os de densité moyenne à élevée, des articulations larges, un torse développé et une composition corporelle naturellement équilibrée entre masse maigre et masse grasse. C'est le profil du sprinter, du gymnaste, du rugbyman, du boxeur poids moyen. Côté métabolisme, il se situe dans une zone intermédiaire, ni le fourneau permanent de l'ectomorphe, ni la tendance au stockage de l'endomorphe. Son corps est particulièrement efficace pour utiliser les glucides comme carburant musculaire, et il présente généralement une bonne sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que les sucres sont orientés en priorité vers les muscles plutôt que vers les cellules graisseuses. La réponse à l'entraînement est sa caractéristique la plus frappante. Des études sur la réponse hypertrophique montrent des variations importantes entre individus face au même programme d'entraînement. Les mésomorphes se retrouvent systématiquement dans la partie haute de ces distributions, ceux qui gagnent le plus de masse musculaire et de force en réponse au même stimulus. C'est en partie génétique, lié à des profils hormonaux, testostérone, IGF-1, hormone de croissance, naturellement plus favorable à l'anabolisme. Et là, attention, parce qu'on touche à quelque chose qui énerve beaucoup de monde. Le mésomorphe qui paraît ne faire aucun effort. La réalité, c'est qu'il fait souvent des efforts, mais son corps répond tellement bien que les résultats semblent disproportionnés par rapport au travail fourni. Un mésomorphe qui s'entraîne sérieusement peut atteindre en 6 mois ce qu'un ectomorphe ou un endomorphe mettront 2 ou 3 ans à construire. C'est inégal, c'est injuste, mais c'est comme ça. C'est purement biologique. Ce qui est moins souvent dit sur le mésomorphe, ce sont ses avantages naturels peuvent aussi être un piège. Parce que tout vient plus facilement, la rigueur et la discipline sont moins nécessaires à court terme. Résultat, beaucoup de mésomorphes ne développent pas les habitudes alimentaires et d'entraînement solides que les autres morphotypes ont été forcés de construire. Et passé la trentaine, quand le métabolisme ralentit et que les hormones changent, ce manque de fondation peut poser problème. Il y a aussi la question de la graisse. Le mésomorphe en prend moins facilement que l'endomorphe, oui. Mais quand son alimentation déraille sérieusement, il stocke quand même généralement de façon assez uniforme sur le corps. Et parce qu'il est habitué à un corps qui répond facilement, les phases de prise de poids peuvent être psychologiquement difficiles à gérer. Bon, on a vu le mince qui mange sans grossir et l'athlète naturel qui rend jaloux tout le monde dans la salle. Maintenant, on attaque le troisième profil, celui qui est probablement le plus mal compris et le plus stigmatisé. 3. L'endomorphe. L'endomorphe, c'est le profil qui a le plus mauvaise presse. Un corps plus rond, stockage de graisse plus facile, prise de poids rapide, difficulté à perdre. Et dans une culture qui valorise la minceur comme marqueur de discipline et de volonté, l'endomorphe se retrouve souvent traité comme quelqu'un qui fait mal les choses. C'est une lecture à la fois simpliste et injuste, et on va démolir ça proprement. Structurellement, l'endomorphe a généralement des os larges et lourds, une ossature robuste, un torse et des hanches larges, et une masse musculaire qui peut être substantielle, souvent cachée sous une couche de tissu adipeux. C'est le profil du lutteur, du haltérophile, du joueur de rugby pilier. Des corps construits pour la force et la puissance, pas pour la légèreté.
Métaboliquement, c'est là que les choses se compliquent. L'endomorphe a généralement un métabolisme de base plus lent. Son corps brûle moins de calories au repos. Et surtout, il présente souvent une sensibilité réduite à l'insuline. Concrètement, quand il mange des glucides, son corps sécrète plus d'insuline pour gérer la glycémie, et cette insuline élevée favorise le stockage des graisses plutôt que leur utilisation comme carburant. Il y a aussi une composante hormonale. L'endomorphe a tendance à avoir des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, plus facilement élevés, ce qui favorise le stockage abdominal. Et les niveaux de leptine, l'hormone de la satiété, peuvent être moins bien régulés, ce qui signifie que le signal « j'ai assez mangé » arrive moins clairement ou moins vite. Manger un peu trop est donc biologiquement plus facile pour l'endomorphe que pour les autres profils. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'endomorphe dispose souvent d'une masse musculaire brute impressionnante, simplement peu visible. Quand un endomorphe perd de la graisse, il révèle souvent une musculature très développée en dessous, parce que porter un corps plus lourd au quotidien est en soi un entraînement constant pour les muscles porteurs. L'endomorphe est aussi généralement le plus fort des trois morphotypes en termes de force absolue. Dans les sports de force pure, haltérophilie, powerlifting, sport de combat en catégorie lourde, les profils endomorphes ou proches de l'endomorphe dominent. Leur structure osseuse large, leur levier mécanique et leur masse musculaire cachée leur donnent un avantage réel. Ce qui change concrètement pour l'endomorphe, c'est qu'il bénéficie d'une alimentation plus pauvre en glucides simples et plus riche en protéines et bonnes graisses. Pas parce que les glucides sont mauvais, mais parce que sa réponse insulinique les rend moins bien gérés. Le cardio régulier est particulièrement bénéfique, pas seulement pour brûler des calories, mais pour améliorer la sensibilité à l'insuline sur le long terme. Et la progression en musculation, même lente, est souvent plus visible pour lui sur la force que sur l'esthétique à court terme. 4. Le spectre. On l'a dit en intro, mais il faut y revenir parce que c'est crucial. Sheldon lui-même notait chaque individu sur 3 axes, pour chaque composante. Quelqu'un peut, par exemple, être légèrement ectomorphe, fortement mésomorphe, peu endomorphe. Ou encore, morphotype mixte avec dominante endomorphe. Dans la vraie vie, ça donne des profils comme l'ectomésomorphe, le coureur musclé, sec, avec de bonnes capacités d'endurance et de puissance. Ou bien l'endomésomorphe, le gabarit powerlifter, fort, avec une masse musculaire imposante sous une couche de graisse. Ces profils mixtes sont en réalité les plus courants. Et surtout, les morphotypes évoluent au cours de la vie. La génétique fixe des tendances, mais l'alimentation, l'entraînement, les hormones qui changent avec l'âge, tout ça modifie la composition corporelle et déplace quelqu'un sur le spectre. Un ectomorphe de 20 ans peut très bien devenir endomésomorphe à 40 ans si son mode de vie change radicalement. 5. Ce que la science dit vraiment. Soyons honnêtes sur les limites du concept. Les somatotypes de Sheldon sont un modèle, une simplification utile d'une réalité bien plus complexe. La génétique de la composition corporelle implique des centaines de gènes dont beaucoup n'ont été identifiés que récemment. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il existe des différences biologiques réelles et mesurables dans le métabolisme de base, la sensibilité à l'insuline, la distribution du tissu adipeux, la composition en fibres musculaires et la réponse hormonale à l'entraînement. Ces différences expliquent une part significative de la variabilité entre individus face aux mêmes interventions alimentaires et sportives. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'environnement, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et le stress modifient l'expression de ces facteurs génétiques de façon substantielle. La génétique détermine le terrain, mais pas la destinée. Un endomorphe avec une hygiène de vie irréprochable aura une composition corporelle bien meilleure qu'un mésomorphe qui se nourrit mal et ne bouge pas. Le danger du concept de morphotype, c'est d'en faire une excuse, en mode « je suis endomorphe donc je ne pourrai jamais maigrir ».
Non, ça veut dire que tu as un terrain qui demande plus d'attention sur certains aspects. Ce n'est pas la même chose. 6. Le truc le plus ouf. Ce qui me fascine le plus dans tout ça, c'est ce que les recherches sur les jumeaux ont révélé. Des études ont suivi des paires de jumeaux identiques, même génétique exacte, soumis au même programme d'alimentation et d'entraînement pendant plusieurs semaines. Les résultats sont sans appel. À l'intérieur de chaque paire, les deux jumeaux répondent de façon quasi identique. Mais entre les paires, la variation est immense. Autrement dit, ta réponse à la même nourriture et au même entraînement est largement prédéterminée par ta génétique. Le fait que tu sois dans la salle de sport depuis 9 mois sans résultat visible, pendant que ton pote a transformé son corps en 3 mois, c'est probablement moins une question de méthode que de biologie. Ce que ça devrait changer, c'est le regard qu'on porte sur les corps des autres, et sur le sien. Voilà, ectomorphes, mésomorphes, endomorphes sont 3 profils, des centaines de combinaisons et une leçon principale. Ton corps a sa propre logique biologique et la comprendre vaut mieux que de la combattre. Si tu veux qu'on creuse un profil en particulier ou qu'on parle de nutrition ou d'entraînement selon le morphotype, dis-le moi en commentaire. Perso, ce qui me ferait plaisir, c'est un petit j'aime si t'as appris un truc dans cette vidéo et un abonnement pour ne pas rater les prochaines si le sujet t'intéresse. À plus!